Bismillah. Maintenant, les caractéristiques du message au niveau d'un nerf. Première question, qu'est-ce qu'un nerf? Donc, c'est quoi un nerf? Selon la figure ici, un nerf est constitué de différents types d'axones myélinisés ou non myélinisés. C'est quoi un axone? C'est une fibre nerveuse. Alors, le nerf est un ensemble de fibres nerveuses, on peut le dire tout simplement, ou bien, comme ici, ensemble d'axones myélinisés ou non myélinisés. Quelle est la différence entre un nerf et une fibre nerveuse? Comme nous avons vu déjà, la fibre nerveuse est un prolongement d'une cellule nerveuse, un seul prolongement. Le nerf est un ensemble de ces prolongements. Donc, un nerf est égal à un ensemble de fibres. Décrire le nerf schématisé dans le document 2, la description elle se trouve ici. Donc, il est constitué de différents types d'axones myélinisés ou bien non myélinisés. D'accord? Bon, passons maintenant à au deuxième slide. Caractéristiques du message nerveux de nouveau, mais maintenant nous avons un tableau à analyser et on doit relever à la fin deux facteurs qui influent sur la vitesse de propagation du message nerveux. Que nous montre ce tableau? Regardez bien avec moi. Ici, nous avons des fibres issues des fuseaux neuromusculaires. Alors, le nom indique qu'il y a ici une synapse ou bien il y a un lien entre une fibre nerveuse et un muscle. On prend des fibres issues de fuseaux neuromusculaires. On voit que si le diamètre est égal à 13, selon l'unité indiquée dans le tableau, la vitesse est égale à 75. Et ces fibres sont myélinisées. Regardez, plus ici, donc il y a de la myéline. Maintenant, des fibres issues des mécanocepteurs de la peau. Mécanocepteurs sont des récepteurs mécaniques qui sont stimulés par un stimulus mécanique à la surface de la peau. On voit que le diamètre est plus petit, de 13 on a passé à 9, on a encore de la myéline et la vitesse sera plus petite, de 73 jusqu'à 53. Alors la vitesse a diminué lorsque le diamètre a diminué. Regardez maintenant la fibre issue des récepteurs présentés qui sont sensibles à la pression maintenant. Leur diamètre est le plus faible, 1. La vitesse est encore plus faible, est égale à 11. Et il y en a de la myéline, voyez. Maintenant, des fibres sensibles à la douleur, le diamètre 0,3, il sera plus petit. La vitesse encore très petite est égale à 1 seulement, mais ici il n'y a pas de myéline, voyez, donc il n'y a pas de myéline. Et à la fin, voici un axone géant de calmar. Le calmar n'est pas un mammifère, n'est-ce pas? C'est un animal marin qui vit dans la mer. Bon, le diamètre est égal à 700, très élevé. La vitesse est seulement 25, donc elle n'est pas très élevée. Et cet axone ne possède pas de la myéline, il est amyélinisé. Maintenant, comment analyser ce tableau? Par exemple, on a lu le tableau. Maintenant, comment l'analyser? Vous savez, on va chercher la variable ici. Qu'est-ce qui a varié? Le diamètre. Lorsque le diamètre diminue, alors la vitesse diminue avec elle. C'est au niveau de toutes ces fibres qui reviennent au même mammifère. Ici, là. Mais lorsqu'on a changé l'espèce, une autre espèce, c'est le calmar ici, le diamètre est très élevé avec une vitesse pas très élevée. Alors, lorsque l'espèce varie, la vitesse est variable encore. Donc, maintenant, encore la présence de myéline. Regardez, lorsqu'on a de la myéline, la vitesse est plus grande. Lorsqu'on n'a pas de myéline, elle est plus petite. Alors, la présence de myéline augmente la vitesse. Donc, pour analyser ce tableau, on doit noter les différences, les variations, les facteurs qui varient la vitesse, qui sont le diamètre, l'espèce, ici une autre espèce, et la présence ou bien l'absence de myéline. On a relevé 3 facteurs, pas seulement 2. Voyez? Bon, maintenant passons
Un deuxième slide. Caractéristiques encore du message au niveau d'un nerf. Regardez ici, nous avons deux documents. Voilà. Donc, nous avons deux documents. Dans ce document, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a appliqué des stimulations d'intensité croissante I1, I2, I3, I4, I5 et I6. La surprise est la suivante. I1 et I2 ne donnent pas de réponse. À partir de I3, on voit des réponses, mais ces réponses n'ont pas la même amplitude. Donc, nous avons des valeurs différentes qu'au niveau d'une fibre. قبل شوي بالفيبر شفنا إنه بس تعطينا réponse رح تعطينا الماكسيموم. هون ما عم تعطينا الماكسيموم. Regardez bien, l'amplitude de la réponse augmente lorsque l'intensité augmente. Les أصحى ننسى إنه c'est un nerf. Alors dans un nerf, le nerf n'obéit pas à la loi du tout ou rien. Dans un nerf, lorsque l'intensité augmente, l'amplitude du potentiel qu'à réponse encore augmente avec lui. Pourquoi? يمكن لأنه formé de plusieurs fibres. Il va donner une réponse, il va donner la résultante des réponses des fibres en activité. كل ما يزيد معنا le nombre de fibres en activité, كل ما l'amplitude بتصير أكبر. Regardez bien. أما بالفيبر هي فيبر واحدة. فمجرد حست على الانتنسيتي دو ستيمولاسيون اعتبرتها انها كافيه لتعطي ريبونس، تعطي كل الريبونس تبعتها الماكسيمال. اما هون لا. ريغاردي بيان. هلا يمكن حدا يقول لي اخر تنتين شكلهم قد بعضهم. ممكن اذا وصلنا على الماكسيموم دو فيبر ان اكتيفيتي، لو كبرنا الانتنسيتي ما عاد يعطينا امبليتود اعلى، لانه ما عاد في فيبر اسا زياده عم تدخل، فبنكون وصلنا على l'amplitude maximale وقت بيكون toutes les fibres en activité en même temps. Donc, نرجع على الكيستيون. analyser le document E1 هذا الدوكيومون. donc pour les intensités infraliminaires يعني inférieures au seuil de stimulation، يعني اللي أقل من اللازم، يلي ما بتقدر تحسس النير ولا فيبر بالنير. On n'a pas de réponse. À partir de I3, on voit des réponses ou bien des potentiels. في ناس بتسميهم potentiel global لأنه la somme des potentiels venant des fibres en activité. À partir de I3, lorsque l'intensité de stimulation augmente, l'amplitude des potentiels d'action augmente avec elle. Et à la fin, lorsque toutes les fibres sont en activité, alors on obtient l'amplitude maximale. Maintenant, deuxième question, le nerf obéit-il à la loi du tout ou rien comme la fibre nerveuse? أكيد عرفنا كلنا الجواب non. Maintenant, le document E. طلب مني أعمل أناليز للدوكيومون E. مثل العادة، خلينا نستعمل الكريون لأنه بيساعدنا نفهم أكثر. مثل العادة بدي اطلع منيح على الاكس. qu'est-ce qu'il y a en x? le temps. l'y, la distance entre S2 et R1 يعني entre le stimulateur et les récepteurs de l'oscilloscope. إذن أنا في عندي un nerf، في عندي هون stimulateur، وفي عندي هون oscilloscope وحيد. اوكي؟ un seul oscilloscope. شو عم بعمل؟ هيدي فيني قربها وفيني بعدها. أول شي كانت موجودة كتير قريبة هون، بعدين صرت بعد وشوف الريبونس شو عم يتغير فيها. Ici, nous avons le moment de la stimulation. J'applique la stimulation et j'observe sur l'oscilloscope qu'est-ce qu'il va se faire. Suite à la stimulation, تعرفوا دايما منبلش من الفلاش اللي هون. Suite à la stimulation, lorsque la distance entre S2 et R2 très petite, regardez, lorsqu'elle est très petite, on obtient un tracé, on obtient une réponse d'amplitude est égale à, par exemple, 5. D'accord? Bon, lorsque l'on éloigne entre S2 et R1, la distance sera plus grande, un peu plus grande, on obtient deux réponses successives, non une seule réponse.
Lorsque l'on augmente la distance, elle arrive à 70 بعدناها أكتر. On obtient encore deux réponses بس عم بيبعدوا الدو ريبونس عن بعضهم أكتر من هون. وقت اللي وصلنا على 110 كمان نطلع معنا دو ريبونس، بس لاحظوا انه كل مرة فترة الريبو عم تبعد اكتر، يعني التون دو لاتانس عم بيبعد اكتر لبين ما توصل الميساج لعند الاوستيوسكوب. صارت عم تاخد وقت اطول، عم يطلع لي 2 ريبونس ما وحدة، والريبونس الاولى عندها امبليتود اعلى من الريبونس الثانية، والثانية عم بتبعد عن الاولى كل ما التون بيزيد. هون في أسئلة كتير مهمة بدنا نجاوب عليها. Pourquoi le premier tracé en haut est-il formé d'une seule courbe alors que les suivants se font de deux parties successives؟ شغلة بدها تفكير كتير مهم نفكر فيها صح. أنا قصتني عم بحكي عن نير، والنير est formé de plusieurs fibres، وحسب ما شفنا بالتابلو قبل إذا كان في فيبر ميلينيزي الفيتاس تبعتهم عالية، وإذا كان في فيبر أميلينيزي الفيتاس تبعتهم بطيئة. لما كان كتير قريب ما قدرت تميز مين سريع ومين قريب، طلعت لي فيجور واحدة ترسي واحد. لما الاسباس أو الديستانس صارت أكبر، لما الديستانس صارت أكبر